Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews diffusé par Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Voici les titres de ce journal. Sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Après Washington, le regard se tourne vers la Chine. Pachinian défend la paix, mais les zones d'ombre demeurent. La paix le jour, la guerre le soir, les menaces d'Aliyev. Gaza, Netanyahou donne le feu vert à l'assaut et aux négociations. Après Washington, un nouveau face-à-face se profile pour Nikol Pachinian et Ilham Aliyev, cette fois en Chine. Le premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais ont été invités au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le sommet, qui réunira plus de 20 pays, se tiendra du 31 août au 1er septembre dans la ville de Tianjin sous la présidence du dirigeant chinois Xi Jinping. Une invitation qui prend tout son sens alors que l'Arménie a officiellement exprimé en juillet son souhait de devenir un membre à part entière de cette organisation, où elle ne détient pour l'heure que le statut de partenaire de dialogue. Retour sur le briefing de Nikol Pachinian qui s'est tenu jeudi matin. Une victoire célébrée par une paix déjà pleine de non-dits. Au lendemain du sommet de Washington, le Premier ministre arménien a lancé une vaste offensive de communication pour défendre un accord qu'il qualifie d'historique. Tout a commencé par des félicitations à son gouvernement avant une conférence de presse où chaque mot était pesé. Mais derrière la façade d'un succès diplomatique, les zones d'ombre et les contradictions sont rapidement apparues. Un garant américain qui confond l'Arménie avec l'Albanie, un accord de non-ingérence immédiatement défié par l'exigence d'Aliyev de modifier la constitution arménienne. Une référence historique à la déclaration d'Alma-Ata dont l'interprétation est contestée par les experts et surtout un silence assourdissant sur le sort de l'Artsakh. Alors, comment le pouvoir justifie-t-il ces concessions? Quelle est la véritable portée juridique de documents signés? Et quel est le prix de cette paix? Retour sur une journée de justification, de critiques et de défis jusqu'à cette phrase finale du Premier ministre appelant le peuple à la révolution s'il n'est pas d'accord. Je veux tous vous féliciter. C'est en félicitant ces ministres pour la paix établie que Nikol Pachinian a ouvert le Conseil des ministres. Avant de partir pour Washington, nous avons eu des consultations. Mais après ce retour, il semble que l'artisan de la paix, Donald Trump, ait déjà oublié entre qui il a instauré la paix. Se souviendra-t-il quel chef d'État l'appelle si Pachinian doit un jour utiliser la ligne directe promise en cas de problème? Le grand conflit de l'Azerbaïdjan avec l'Albanie a duré 34-35 ans. Après le Conseil des ministres, Nikol Pachinian a répondu aux questions des journalistes, évoquant les dispositions convenues à Washington. L'entreprise arméno-américaine ne va pas contrôler cette route, elle va la gérer, c'est-à-dire en assurer la gestion commerciale. Il a cependant laissé sans réponse la question de suivi de Reopen Media, demandant si les appels d'Aliyev à modifier la Constitution ne violent pas la clause de non-ingérence de l'accord. Et que se passera-t-il si le peuple vote contre les modifications de la loi fondamentale? Je ne pense pas que le peuple votera contre s'il s'avère que cela pourrait avoir un impact sur le processus de paix. Est-ce le début d'une campagne non déclarée pour le référendum constitutionnel? Pachinian affirme que les processus ne sont pas liés, tandis qu'Aliyev continue de marteler que l'Arménie n'a pas encore fait ses devoirs. L'Arménie a des devoirs à faire. Les revendications territoriales dans la constitution arménienne ont empêché aujourd'hui la signature d'un traité de paix. Parlant de la délimitation, Pachinian affirme « Nous devons encore préciser les frontières avant de se corriger, bien qu'en général nous les connaissons ». Nous avons convenu à plusieurs reprises avec l'Azerbaïdjan que nous reconnaissons mutuellement notre intégrité territoriale, notre souveraineté, l'inviolabilité de nos frontières sur la base de la déclaration d'Alma-Ata de 1991. Et cette déclaration stipule clairement que le territoire de la République socialiste soviétique d'Arménie est identique au territoire de la République d'Arménie et que le territoire de la RSS d'Azerbaïdjan est identique au territoire de la République d'Azerbaïdjan. Nous avons toutes les cartes délimitant ces frontières. L'Azerbaïdjan les a.
et nous les avons. Pachinian parle probablement de l'inviolabilité des frontières existantes en se référant à la déclaration d'Alma-Ata, mais des frontières existantes sur papier ou sur le terrain. L'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire Dionik Agadjanian rappelle que lorsque l'Azerbaïdjan a signé cette déclaration, l'Artsakh n'en faisait déjà plus partie. La déclaration d'Alma-Ata parle des frontières existantes, c'est-à-dire celles qui existent au moment de la signature. Et au moment de notre signature, ni l'Artsakh, ni certaines parties du Tavouche n'en faisaient partie. Et au moment de la signature de l'Azerbaïdjan, ni le Kelbadjar, ni les autres régions n'en faisaient partie non plus. Il n'y est pas question de frontières administratives, il est question de frontières existantes. L'Artsakh n'est mentionné ni dans la déclaration, ni dans l'accord de Washington. Pachinian, bien qu'il ait participé au mouvement du Karabakh depuis la 7e classe, considère aujourd'hui la page de l'Artsakh comme tournée, car incompatible avec la paix. Le leader de l'équipe qui promettait la désoccupation de Hadrout et de Chouchi avant les élections de 2021 ne l'a compris que 3 ans plus tard. De quelle paix s'agit-il si dans cette paix, il n'y a rien sur le sujet principal du conflit, de la guerre, rien concernant l'Artsakh? Quel était donc le problème entre la République d'Arménie et l'Azerbaïdjan? Le pouvoir considère l'accord et la déclaration comme une victoire, une nouvelle page, une étape importante. Mais pourquoi tous les points ne sont-ils pas dans un seul document? L'accord et la déclaration sont de nature différente. La déclaration n'exige pas de ratification interne, l'accord si. En général, les déclarations sont des documents qui énoncent des objectifs et des principes. Cependant, la déclaration trilatérale que nous avons vue contient des dispositions qui supposent qu'elle devrait passer par des procédures internes. Mais je suppose que les parties l'ont appelée déclaration précisément pour éviter ces procédures, qui auraient impliqué une vérification de la constitutionnalité, et à cet égard, nous aurons des problèmes avec la disposition qui prévoit la cession de territoire arménien à l'Azerbaïdjan pour assurer une connexion ininterrompue. La question de l'accord est différente. Ce document doit simplement être ratifié. Le chef de l'État a le droit de signer un document en tant que chef du pouvoir exécutif, mais cela ne signifie pas que tout le peuple est représenté dans ce processus. L'organe représentatif, c'est l'Assemblée nationale. Et tout traité international, s'il est signé, doit ensuite être ratifié. Bien sûr, il y a eu des cas où un document a été signé, mais jamais ratifié. Ou des cas où des années se sont écoulées entre la signature et la ratification. 10, 15, voire 20 ans. C'est le prix de la défaite que nous payons et c'est pourquoi cela profite à l'Azerbaïdjan, affirme le juriste Ara Garazian. Cet accord n'est probablement pas une garantie que l'Azerbaïdjan ne le violera pas ou le respectera, mais c'est au moins un document qui ramène l'État dans le champ du règlement. Telle est la victoire de la paix aux yeux du Pachinian, avec des détails encore non discutés. Et si la stratégie du gouvernement ne plaît pas au peuple, qu'il fasse la révolution, dit le Premier ministre, se considérant comme un leader unique pour avoir une telle approche. Simone Ovannissan, Gevorg Sianossian et Reopen Media. Le temps des poignées de main est terminé. Place au monologue du vainqueur. C'est le message envoyé par Ilham Aliyev qui, depuis l'Artsakh occupé, continue de marteler sa victoire. Dans une série de déclarations, il s'attribue tout le mérite de l'accord de paix, enterre le groupe de Minsk et règle ses comptes avec l'Occident. Mais en imposant sa seule vision, ne vide-t-il pas l'accord de Washington de toute sa substance? L'analyse de Diana Karapetian. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, avec ses déclarations grandiloquentes habituelles, continue de conjuguer le mot « victoire », cette fois depuis l'Artsakh occupé. Dans la région de Karvachar, où un petit nombre d'Azerbaïdjanais a été relocalisé, il a déclaré que le processus de normalisation des relations arméno-azerbaïdjanaises était presque achevé et que les documents signés satisfaisaient pleinement les intérêts de la partie azerbaïdjanaise. Nous avons obtenu tout ce que nous voulions. Le détestable groupe de Minsk vit déjà ses derniers jours. En réalité, il n'a mené aucune activité et n'aurait pas pu le faire. Cependant, il existait légalement et maintenant sa fin est proche. Cette déclaration d'Aliyev était une réaction aux événements de la veille, suivie de nouvelles accusations contre les pays occidentaux. Aujourd'hui, Aliyev s'est rendu à Govsakan, occupé, où les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE sont devenus la cible de ses critiques. Il a également fustigé d'autres organisations et pays occidentaux s'occupant des problèmes de la région, les accusant de fournir gratuitement des armes à l'Arménie.
La valeur des armes fournies à l'armée arménienne depuis l'étranger, que nous avons prises comme butin de guerre, s'élève à environ 5 à 6 milliards de dollars. Bien sûr, l'Arménie n'avait pas l'argent pour acheter autant d'armes. Toutes ces armes leur ont été données gratuitement pour poursuivre l'occupation. Fidèle à son style d'accuser tout le monde et de ne louer que lui-même, Aliyev a déclaré que ce sont eux, les Azerbaïdjanais, qui sont les auteurs du traité de paix avec l'Arménie et que la position officielle de Bakou a toujours servi de base à l'élaboration des 17 points. La présignature de ce document met de facto fin au conflit azerbaïdjano-arménien. Ces déclarations jettent une nouvelle lumière sur le traité de paix présigné à Washington. En parlant de la fin du conflit, les déclarations d'Aliyev suggèrent qu'il ne s'imagine que dans le rôle de celui qui dicte les conditions. Quels seront les développements futurs? Et les parties parviendront-elles à un accord aux conditions qu'Aliyev considère comme la seule option correcte? En réalité, c'est précisément cette approche qui pourrait constituer la plus grande menace pour la paix régionale. La paix le jour, la rhétorique guerrière le soir. C'est le double discours tenu hier par le président azerbaïdjanais. Quelques heures à peine après avoir salué la paix avec l'Arménie, Ilham Aliyev a radicalement changé de ton. Il a déclaré que son pays devait se tenir prêt à la guerre à tout moment, car, je cite, « il est impossible de savoir ce qui se passera demain ». Il a ensuite énuméré le renforcement militaire de son pays depuis la dernière guerre, augmentation des forces spéciales par milliers, acquisition de drones super modernes et signature de contrats pour de nouveaux avions de combat. Et le détail qui n'a pas échappé aux experts en parlant de l'Arménie et des Arméniens, il a utilisé le mot ennemi à 4 reprises. Un entretien téléphonique s'est tenu entre les présidents français et turcs, Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan. Au cœur de leur discussion, les suites de l'accord de Washington entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Sur les réseaux sociaux, le président français a souligné l'importance de la poursuite des progrès. Je cite, « Il est important que les progrès continuent, ce qui permettra d'ouvrir toutes les frontières et de renforcer la coopération régionale. » Le projet controversé de corridor de Zangezur prend forme aujourd'hui sur le sol turc. La Turquie a officiellement lancé la construction de la ligne ferroviaire Kars-İgdir-Dilucu, une étape qualifiée de clé par le ministre turc des Transports qui ne laisse aucune place au doute sur les ambitions d'Ankara. Selon TRT Haber, 2,4 milliards d'euros de financement extérieur ont été levé pour ce projet qui vise à terme à transporter 15 millions de tonnes de fret par an. Un symbole fort du partenariat stratégique entre Yerevan et Washington, l'exercice militaire conjoint Eagle Partner 2025 vient de s'achever en Arménie. Pendant 8 jours, des soldats de la Garde nationale de Kansas et des unités arméniennes ont travaillé côte à côte. L'objectif affiché, aligner les troupes arméniennes sur les standards internationaux des missions de maintien de la paix. Mais au-delà de la préparation technique, c'est bien la consolidation des liens de défense avec les États-Unis qui était au cœur de ces manœuvres. Le reportage qui suit. L'exercice militaire conjoint arméno-américain Eagle Partner 2025 a duré 8 jours, une durée assez longue pour ce type de manœuvre. Il s'est déroulé sur la base militaire de Zar, avec la participation de la Brigade de maintien de la paix des forces armées arméniennes, des forces terrestres américaines en Europe et en Afrique, et de la Garde nationale du Kansas. Les principaux objectifs de l'exercice étaient accroître l'interopérabilité des unités participant aux missions de maintien de la paix, échanger les meilleures pratiques en matière de commandement et de communication tactique, renforcer la préparation des unités de maintien de la paix des forces armées arméniennes. L'accent a été mis sur les procédures d'évacuation médicale avec l'utilisation de matériel blindé américain, 8 ambulances blindées et 2 véhicules de combat blindés transportés en Arménie depuis la base militaire de Dulmen, en Allemagne. Les soldats de la Garde nationale du Kansas ont mené des formations pour les soldats de la Brigade de maintien de la paix arménien en se concentrant sur les soins médicaux et la comparaison des équipements. Le lancement de l'exercice s'est déroulé en présence du premier vice-ministre de la Défense et chef d'état-major général des forces armées, le lieutenant-général Edward Asrian, et de l'ambassadrice des États-Unis en Arménie, Christina Kfiyen.
les exercices Eagle Partner sont une composante essentielle de la coopération militaire arméno-américaine. Initiés en 2023, ils sont devenus annuels et visent à renforcer la préparation des unités de maintien de la paix arméniennes pour les missions internationales. Les 2 exercices précédents ont vu la participation de centaines de soldats et l'utilisation de matériel militaire américain, y compris des transports de troupes blindées et des véhicules de combat d'infanterie. Pour l'exercice de 2025, la partie américaine avait annoncé dès mars son intention de transférer 10 unités de matériel militaire d'Allemagne vers l'Arménie. Cet exercice souligne l'engagement de l'Arménie à participer aux opérations internationales de maintien de la paix et sa coopération avec les États-Unis pour renforcer la sécurité et la stabilité régionale. La coopération entre la Garde nationale du Kansas et l'armée arménienne a une histoire bien plus ancienne. Elle a débuté en 2003 dans le cadre du programme Partenariat pour la paix de l'OTAN, lorsque l'Arménie a rejoint le programme de partenariat d'État des États-Unis. La Garde nationale du Kansas a été choisie comme partenaire de l'Arménie pour le développement des capacités de maintien de la paix, la formation militaire et la réponse aux situations de crise. Cette coopération se manifeste par des exercices réguliers, des échanges d'expériences et le renforcement de la préparation des unités de maintien de la paix arméniennes. Durant Eagle Partner 2025, les soldats de la Garde nationale du Kansas ont joué un rôle clé en formant les soldats de la paix arméniens à l'évacuation médicale et à l'utilisation d'équipements modernes. Ils ont également soutenu la planification tactique et logistique en utilisant du matériel blindé américain. Cette coopération contribue non seulement au développement des capacités militaires de l'Arménie, mais approfondit également les liens militaires entre les 2 pays. Après le sommet de Washington, l'heure est désormais à la mise en œuvre. C'est dans ce contexte que le secrétaire du Conseil de sécurité Armen Grigoryan a rencontré l'ambassadrice américaine Christina Quinn pour discuter du déblocage des routes régionales. Face à son interlocutrice, il a tenu à réaffirmer les principes directeurs de l'Arménie. Ce processus devra impérativement respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et la juridiction du pays. Les 2 responsables ont également évoqué les prochaines étapes du développement des relations arméno-américaines. Le feu vert à l'offensive et l'ouverture de la porte aux négociations, c'est le double message envoyé aujourd'hui par Benjamin Netanyahu. Le Premier ministre israélien s'est rendu dans la bande de Gaza pour approuver le plan d'assaut final sur la ville de Gaza. Mais dans le même temps, il a affirmé avoir ordonné le début de pourparlers immédiats visant à libérer tous les otages et à mettre fin à la guerre, mais uniquement à des conditions jugée acceptable par Israël. Cette annonce fait suite à la confirmation par le ministre de la Défense, Israël Katz, du lancement de l'opération. Notre tour d'horizon international. Ou organiser une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Le président ukrainien cherche à établir des négociations directes, une option jusqu'ici refusée par le Kremlin. Mais la pression de Donald Trump change la donne et rapproche la perspective d'un sommet. Le principal obstacle reste le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui vise le président russe. La Suisse et l'Autriche ont proposé d'accueillir les pourparlers de paix. Des pays du Moyen-Orient, comme l'Arabie saoudite et le Qatar, sont également considérés comme de possibles médiateurs. Donald Trump, lui, insiste, la rencontre doit avoir lieu d'abord en bilatéral, puis avec sa participation. Nuit de violence à Souleymaniye au Kurdistan irakien. Des affrontements ont éclaté entre les forces de sécurité et les partisans d'un leader de l'opposition, Lahourt Labani. L'opération qui visait à l'arrêter dans un hôtel a dégénéré en explosion, fusillade et un incendie a même été déclenché dans sa résidence. Un mandat d'arrêt avait été émis pour trouble à l'ordre public, mais l'opposant a qualifié la manœuvre de politique. Le gouvernement du Kurdistan irakien a appelé à la fin des violences. La situation reste tendue, la zone est bouclée et les forces de sécurité sont en état d'alerte maximale. La Colombie de nouveau frappée par le terrorisme, avec une double attaque qui a fait au moins 17 morts, dont 12 policiers. Une attaque au drone a d'abord visé un hélicoptère, provoquant son incendie. Puis, dans la ville de Cali, l'explosion d'une voiture piégée près d'une académie militaire a fait 5 morts et plus de 30 blessés. Le président Gustavo Petro a attribué ces attaques à d'anciens dissidents des FARC. Il avait également accusé le clan du Golfe, le plus grand cartel de drogue du pays, pour l'attaque contre l'hélicoptère. Cette flambée de violence intervient alors que la culture de la coca en Colombie a atteint un niveau record en 2023, avec 253 000 hectares.
Au lendemain de la guerre de 12 jours avec Israël, l'Iran lance de vastes manœuvres militaires baptisées Puissance stable 1404. Des navires, des missiles et des drones sont déployés dans le golfe d'Oman et l'océan Indien. Un message à peine voilé alors que la tension monte également sur le front diplomatique. Téhéran a suspendu sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Union européenne menace de rétablir les sanctions de l'ONU si un accord n'est pas trouvé d'ici le 31 août. Ces exercices ne sont pas isolés, ils font suite à d'autres manœuvres d'envergure, y compris des opérations conjointes avec la Russie et la Chine. Et pour conclure, une idée de sortie pour les amoureux des livres. Le 8e Salon du Livre des Rêvants vous attend du 5 au 7 septembre sur la place de la République. Au programme, des milliers de livres et des réductions allant jusqu'à 50%. L'entrée est libre de midi à 21h. Profitez-en. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 22 août. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmik Arakelian et je vous donne rendez-vous demain. À très vite.